Salut à tous et bienvenue pour ce colis de fan un peu en retard, et oui un peu en retard parce que j'étais en train de travailler sur la vidéo précédente, celle sur la Xbox 360, et on s'en rend pas forcément compte quand on regarde ce genre de vidéo, parce que bien entendu je fais ça, vous savez, de manière conviviale, en une seule prise, que je coupe juste les moments qui servent à rien en fait, genre bon on va pas me voir dévisser 1000 fois la même vis ou ce genre de truc, déjà la vidéo est bien assez longue comme ça, mais ce genre de vidéo dure vachement longtemps en tant que en préparation, c'est-à-dire plusieurs semaines pour cette vidéo en l'occurrence. Donc malheureusement je n'ai pas eu le temps de passer à un colis de fan entre temps, donc au final ce que j'ai fait c'est que j'ai avancé un petit peu la vidéo sur la Xbox 360 pour reculer un petit peu le colis de fan, donc bah voilà ce que ça donne. Alors on m'a aussi beaucoup demandé si j'allais faire ce genre de vidéo sur d'autres consoles, alors on m'a proposé un peu tout, vous savez, les vieilles consoles comme les récentes, on m'a même me recommandé les très récentes, vous savez, genre la PlayStation 4 et la Xbox One. Alors vu qu'on m'a recommandé tout ça, a priori ça voudrait dire que la vidéo a plu, hein, donc je suis content, merci, c'est sympa. Donc du coup, bon bah ça va me faire d'autres vidéos du même style a priori, hein, mais par contre je dois vous dire un truc, ce genre de vidéo met très longtemps à être faite parce que je démonte énormément de consoles du même modèle pour voir les variantes, etc. Enfin bon, comme vous avez pu le remarquer, j'ai un peu approfondi les différents problèmes fréquents qui peuvent se produire dans ces différentes choses, et j'ai tendance à vérifier un petit peu moi-même les différents problèmes en fait. Donc je regroupe des machines en panne, etc. Et ensuite, bah, je compare, je regarde si c'est vraiment le cas, je regarde comment on répare la panne, voir si c'est vraiment la panne que les gens pensent qu'elle est, ou si c'est un petit peu quelque chose de différent, genre par exemple pour le Red Ring of Death ou des trucs comme ça. En réalité, c'est pas exactement ce que beaucoup de gens pensent, hein. Beaucoup de gens pensent que c'est l'étain qui se casse, mais en réalité c'est pas du tout le cas, hein. C'est l'étain qui n'a jamais été bien soudé sur le cuivre, les petits ronds en cuivre en fait, où vient se souder l'étain. Donc ça n'a absolument aucun rapport en réalité, et c'est un problème tout simplement de processus de soudure, et non pas un problème de type d'étain utilisé. Beaucoup de gens pensent encore que c'est le cas, mais pas du tout, ça n'a jamais été le cas. Certaines personnes ont regardé ce que donnait en fait les soudures en utilisant un système à rayon X, ou je sais plus exactement quel système en particulier, mais en tout cas ça permet de voir les billes à travers le composant en fin de compte. Et donc en faisant ça, ils ont pu remarquer que ben c'est juste qu'elles sont décollées en fait, elles sont pas cassées en deux, elles sont décollées ou d'un côté ou de l'autre. Donc c'est juste que ça a jamais été bien soudé. C'est ce qui se passe en fait quand on fait mal une soudure. Peut-être qu'un de ces jours il faudrait que je vous fasse une vidéo pour vous montrer ce que donne la solidité de l'étain soudé quand c'est bien soudé, comparé à ce que ça donne quand c'est mal soudé. Comme ça vous comprendrez tout de suite pourquoi dans un cas ça reste à vie et dans l'autre cas bah, ça tombe en panne au bout de 2 semaines à 1 an ou des trucs de genre, comme avec la Xbox 360 et sa première série. Donc bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on m'a par exemple dit est-ce que je pourrais faire ça avec les consoles toutes récentes comme la PlayStation 4 ou la Xbox One? Ça je peux vous dire c'est juste totalement impossible, à moins que quelqu'un me donne une Xbox One ou une PlayStation 4 en panne ou même en état de fonctionnement en me disant que le but est de faire une vidéo dessus. Je ne peux absolument pas me permettre d'acheter une console neuve et en plus de ça de m'asseoir sur la garantie juste pour vous faire une vidéo de ce genre là. Donc il faudra attendre que j'en sois en panne, parce que je ne compte pas acheter, ou que j'en achète une en panne à la limite, mais ça attendra plusieurs années hein, pour que je fasse une vidéo de ce genre là, sinon c'est juste impossible, hein, je vous le dis tout de suite. Donc pour cette vidéo, sans aucun rapport avec ce que j'ai dit juste avant, nous avons un énorme colis que j'ai reçu depuis un bail. D'ailleurs justement j'ai choisi ce colis en me disant tiens, il est tellement grand ce colis, ça se trouve il contient une PlayStation 3, parce que je vais faire la PlayStation 3 après la Xbox 360, et peut-être qu'ensuite je ferai les PlayStation 2 et compagnie, les trucs un peu plus vieux. Donc je ferai la PlayStation 3 après la Xbox 360, mais il faut pas s'attendre à que ce soit dans l'immédiat, peut-être dans 1 mois ou un peu plus que ça encore, parce que là je suis justement en train de démonter plein de PlayStation 3 pour revoir les différents problèmes, essayer de réparer la panne, le fameux YLOD, le e-load, comme j'ai l'habitude de l'appeler personnellement, de manière un peu plus, on va dire, fluide à prononcer. Et donc le e-load, donc et j'essaye d'en réparer plusieurs pour voir si ça vient plutôt du CPU, plutôt du GPU, ou si c'est, enfin, quelle est la cause, si c'est exactement pareil que le Red Ring of Death ou pas. Déjà un truc que j'ai pu remarquer, c'est que c'est moins commun que pour la Xbox 360. La Xbox 360 a eu dans les 60 entre 52 et 60% ou plus de retour en 1 an de la première série de Xbox 360, ce qui est énorme. La PlayStation 3 a eu aussi d'énormes retours, parce que
que normalement les retours sur ce genre de produit, c'est entre 0,5% et grand maximum 2 à 5% dans la première année, mais dans la première année, là c'était dans les 10% et plus, genre de 10 à 15%. Donc c'était déjà beaucoup, mais c'est quand même beaucoup moins. Donc a priori c'est le même style de problème, mais c'est pas non plus aussi gravissime. Ils ont sûrement essayé de eux-mêmes souder ça comme il faut, mais visiblement, comme tous les autres constructeurs, ils ont eu des problèmes. Donc bref, passons les détails. Donc cet énorme colis, je me suis dit, il est tellement gros, ça se trouve il contient une PlayStation 3, ça se trouve il contient un truc, enfin bon, je l'ai ouvert juste dans l'éventualité en me disant, vu que je prépare un truc là-dessus, autant essayer de voir si j'en aurais pas une en plus qui traînerait dans une boîte. Je sais pas. Donc je l'ai ouvert et vous allez voir ce qu'il contient. Je n'ai pas encore regardé précisément ce qu'il contient, mais il y a un truc gigantesque dedans et vous allez voir ça plus tard. Alors première chose que cette boîte contient, c'est des CD gravables. Alors difficile à dire ce que c'est exactement, si ce sont des DVD ou des CD, mais je dirais que ce sont des CD. C'est habituellement des CD. C'est difficile à reconnaître à l'œil nu un CD d'un DVD gravable, enfin gravable je veux dire. C'est vraiment complètement générique. Ce sont pas des verbatim parce qu'il y a des verbatim, enfin bon, ce sont peut-être des verbatim, mais ça serait étonnant parce que les verbatim qui sont tout blancs comme ça, ils écrivent quand même verbatim sur la petite colorette ici dans le cercle intérieur. En tout cas, ce sont visiblement des CD imprimables. Ah, c'est marqué dessus, CDR 80 dessus, c'est marqué là, vous voyez, hop, voilà, comme vous pouvez le voir, CDR 80, ouais. Et il y a marqué que ça a été fait dans l'année 3015, le 7 février, non je déconne, je comprends pas très bien ce que veut dire ce code, donc hop. Ensuite nous avons, alors ça franchement c'est vraiment une sorte de grosse coïncidence que nous avons ça dans deux colis l'un après l'autre, nous avons une cartouche d'encre. Ensuite nous avons une pochette antistatique avec dedans une tablette, mais juste l'intérieur de la tablette, rien d'autre. Donc l'intérieur d'une tablette, 7 pouces a priori, chinoise, un truc no-name, c'est une... Enfin a priori, je dis ça, mais vu la construction, c'est littéralement la même chose que la Go Nomad qu'on avait vu l'autre fois, qui était une vraie calamité, et qui avait d'ailleurs un port HDMI relié à rien sur la carte mère. Ça c'est le plus drôle de toute la tablette, en fait, ils se sont amusés à mettre... Un HDMI, non, il n'y en a pas dans celui-là, visiblement, il n'y a pas d'HDMI. Un HDMI, donc, qui était relié à rien, je comprends pas la logique, quoi. Souder un HDMI sur une carte mère, pour qu'ensuite il n'y ait pas de piste qui aille nulle part sur un seul composant. D'ailleurs, justement, le composant qui était dessus ne supporte pas l'HDMI. Moi, j'aurais mis plutôt un cache en plastique, si c'était pour garder le même moule pour toutes les tablettes, celles qui ont l'HDMI et celles qui l'ont pas, plutôt que de mettre un HDMI, que si tu branches un truc dessus, tu crois que ça va marcher, mais en fait, ça marche pas, tout bêtement, parce qu'il y a rien pour faire ça. Donc celui-là, au moins, est honnête. Enfin, honnête. Ensuite, nous avons ceci. Qu'est-ce que c'est C'est... Ah, mais c'est génial, ça. C'est du PCI Express 4X, je suppose, si je dis pas de bêtises, par rapport à la taille, à moins que ce soit du 2X. Voilà, maintenant j'en suis certain. Donc voilà la même chose en PCI Express 1X. Donc visiblement, c'est... Ouais, ça doit être du 4X. Vu la longueur, ça doit être du 4X, vu que cette partie-là fait à peu près 4 fois la même longueur, donc c'est 4 lignes. Parce que, oui, il faut savoir un truc, c'est que le PCI Express fonctionne un peu comme le Serial ATA, c'est-à-dire vous avez 4 lignes, ou, enfin, là vous en avez un peu plus, mais je suppose qu'il y a des lignes qui sont en fait du neutre, exprès juste pour isoler. Enfin, je suis pas certain, mais je dis ça comme ça. C'est grandement possible. Donc bref, qu'est-ce que je disais? Oui, vous avez toutes ces lignes là ici, et il suffit en fait d'avoir un deuxième port, et un deuxième port, et un deuxième port, et c'est un protocole série là-dedans, comme le Serial ATA aussi. À une époque, en fait, les PC sont passés d'intégralement en parallèle, pratiquement, c'est-à-dire des ports de ce type-là, avec énormément de fils pour simplement un seul signal, à des trucs où il y a juste un signal dans un sens, un signal dans l'autre, et c'est tout. Comme le Serial ATA, le PCI Express qui a remplacé aussi le PCI classique, il y a eu aussi plein d'autres trucs comme ça, l'USB aussi qui a remplacé les ports série et le port série qui porte super mal son nom vu le nombre de fils qu'il y a dessus, même si c'est vraiment un port série, c'est juste pour dire que par rapport à l'USB, c'est pas juste 4 fils comme l'USB, c'est beaucoup plus, même si il y a que 2 fils pour les données il me semble dans le port série justement. C'est justement un port série, et il y a le fameux port parallèle qui lui a énormément de... En fait, ça ressemble beaucoup en fait à un IDE parallèle ATA, le port parallèle, mais pour l'extérieur. D'ailleurs, il existait, je crois l'avoir déjà dit, j'en ai vaguement le souvenir,
qu'il existait des disques durs externes en parallélata, ce genre de truc qu'on trouve pratiquement jamais d'ailleurs. Je sais pas si j'ai pris une photo de ça, mais il y a... Oui, je crois avoir pris une photo de ça, mais il y a un pote du coup, chez qui j'ai été, qui a justement un de ces disques durs en port parallèle. Si je retrouve la photo, je vous la mets là. Donc, ce que l'on peut dire à propos de cette chose-là, c'est qu'il a un contrôleur Marvel déjà, c'est bien. Il a visiblement une NAND flash, j'ai l'impression, hein. Donc peut-être un firmware interne, c'est fait par Adaptec, donc c'est eux qui font habituellement ce qu'il y a de mieux en termes de... Pourquoi il y a de la glu là? Pourquoi pas en même temps? Et il y a marqué 3. Je sais pas du tout à quoi sert cette glu. Donc voilà, vous avez 4 ports Serialata associés à ce truc-là. Alors c'est pour cette raison qu'il y a un gros PCI Express dessus et pas un tout petit, parce que s'il y en avait un tout petit, ça serait insuffisant pour réussir à obtenir le débit complet de ces 4 trucs en même temps. Et donc, voilà, c'est bien, ça se trouve il fait le RAID hardware, ça serait étonnant qu'il le fasse, parce que ça coûte souvent cher, les trucs qui font le RAID hardware. Mais, ouais, peut-être un truc relativement primitif comme RAID hardware, c'est possible. Et ensuite, nous avons ceci qui est... Waouh, alors ça c'est énorme. Ah, la petite clé est scotchée sur le dessus. J'étais en train de me poser la question justement si j'allais pas devoir chercher la mienne vu que c'est le même standard de clé. 2 clés, génial. Alors si vous vous demandez, non, ceci n'est pas une alimentation de PC, je croyais que c'était ça au départ, mais non, pas du tout. Oups. Ceci est une sorte de rack pour mettre plusieurs disques durs dedans. Et donc, attendez, je vais vous montrer ça derrière. Là, vous avez un gros ventilateur. J'espère qu'il est silencieux, parce que si c'est silencieux, ça part direct dans mon NAS. Ensuite, vous avez quelques petits trucs pour configurer. Ah, on peut changer le ventilateur contre ce que l'on veut. Et c'est une prise standard. Oh, ça c'est génial. Alors ça, c'est purement génial. L'alimentation, bizarrement c'est du Serialata, mais l'alimentation est en Molex. Pourquoi pas? Pourquoi il y a autant de prises? Je ne sais pas. 6, on peut mettre 6 disques durs là-dedans. Oh, ça serait étonnant. À moins qu'il soit mis comme ça. Ah, ouais, je suis pas sûr que ça loge, hein, comme ça, je me suis jamais posé la question. Donc il y a les vis qui sont dessus, ça se met dans 2 trucs pour lecteur CD l'un au-dessus de l'autre. Ensuite, il y a une petite clé, on tourne. Il y a une petite clé, on tourne. Il y a une petite clé, on tourne, je sais pas. Je ne sais pas dans quel sens c'est ouvert et dans quel sens c'est fermé. Donc il y a une petite clé, on tourne. Voilà, ok, c'est bon. Voilà. Et maintenant, on peut mettre dedans un disque dur, tout bêtement. Et on peut en mettre 3, a priori. Je sais pas pourquoi il y a autant de ports Serialata dessus. Ouais, c'est bizarre. Alors, ça s'appelle la IC Box. J'ai déjà entendu ce nom. Alors, sinon, à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est juste du Serialata classique, hein. Il y a juste à mettre un disque dur Serialata dessus, et hop, ça se branche en Serialata au fond. Pas besoin d'adaptateur, pas besoin de brancher un câble bizarre sur... à l'arrière du truc qui permet de convertir dans une prise bizarre au fond du rack. Non, c'est bien foutu. C'est beaucoup mieux foutu que ce que j'ai pu voir la plupart du temps dans ce genre de truc. En tout cas, à l'époque du parallélata, je peux vous dire, c'était pas très bien foutu ces trucs. Bon, il va falloir que je trouve dans quel sens se met la clé. Ah, voilà ce que j'avais pas vu. Regardez, à l'intérieur, il y a un petit bouton en fait. Et donc... où est-ce qu'elle est le bon sens? Voilà. Et donc, quand c'est fermé, pour ouvrir ce truc, je comprenais pas pourquoi ça s'ouvrait pas directement. Il faut d'abord appuyer sur ce petit bouton et hop, ça ouvre le clip, parce que sinon on peut pas le refermer, bien sûr. Donc hop, on met ça comme ça, on pousse, et voilà. Et ensuite, on sécurise avec la clé. Et celui-là, je crois qu'il démarre, même si c'est pas fermé à clé, mais certains, ils ne démarrent pas quand c'est pas fermé à clé. Donc voilà, mais une fois que c'est fermé à clé, on peut plus ouvrir le truc, c'est classique. Et voici les petites clés. Alors c'est toujours les mêmes petites clés, hein, depuis un milliard d'années pour tous ces trucs. Littéralement les mêmes, hein. J'en ai déjà quelques-unes qui traînent dans un pot, je ne sais pas où. Et ensuite nous avons cette petite enveloppe matelassée, je ne sais pas du tout ce qu'elle contient. Allez hop, on va essayer d'ouvrir ça rapidement. Et dans cette petite enveloppe, nous avons tout simplement une saloperie. Oh, c'est quoi ce truc d'ailleurs? Encore un de ces trucs totalement no-name ou c'est un peu moins no-name que no-name? Attendez, on va regarder dans le local batterie, c'est pas marqué sur la batterie, y a rien, c'est Polaroid. Oh mon dieu, Polaroid. Polaroid, ils sont tombés bien bas, je trouve, depuis quelque temps, même s'ils commencent à redorer leur blason avec des tablettes pas chères du tout, et des téléphones pas chers du tout, qui sont à peu près corrects, mais pendant une période, bon sang, c'était la traversée du désert, hein. Et la traversée du désert aride, des produits chinois bien pourris aussi.
Donc bon, c'est peut-être encore le cas maintenant, mais en tout cas, ça a l'air plus décent pour l'instant. Ah bah tiens, une deuxième enveloppe matelassée qui contient un disque dur. Un disque dur Barracuda 7200.10. Alors 7200 c'est le nombre de tours minutes que fait le disque dur, et .10 c'est la génération, pour information chez les Barracuda, chez Seagate. Et on m'a expliqué comment on décodait ce truc-là. Alors le problème en fait, c'est pas que je sais pas comment le décoder, c'est juste que ça a changé entre temps. À une époque c'était ST, puis un numéro, puis le nombre de gigaoctets de la machine. Et à une époque, ils ont enlevé le numéro qu'il y a entre les deux et ça part direct sur le nombre de gigaoctets. Alors si c'est pas marqué en noir sur blanc ici, c'est difficile à comprendre. Donc là il y a ST3 puis 80, ça veut dire que c'est un 80 gigaoctets. C'est comme ça qu'on peut décoder ça sur certains Seagate où ce serait pas marqué. Bon, heureusement au bout d'un moment ils ont fini par le marquer parce que sinon c'est le bazar. Et donc, toujours un de ces Seagate un petit peu plus fin que la moyenne. C'était souvent vendu dans les ordinateurs professionnels qui n'ont pas besoin d'un gros disque dur, quand 80 gigaoctets suffisait largement, là où les disques durs pour le grand public dans les ordinateurs personnels pouvaient avoir le double de plateau et donc du coup contenir le double, le triple ou même plus encore. Eh bien, ils vendaient ce genre de truc pour les ordinateurs bas de gamme ou les ordinateurs professionnels, comme je le disais, où pratiquement rien n'est stocké en local sur le disque dur, à part peut-être du texte et des tableurs, donc des trucs qui prennent pas de place. Donc on les trouve assez facilement dans les ordinateurs comme ça quand ils sont recyclés venant de grosses entreprises. Ah bah visiblement on a un énorme lot, on va dire, dans un passe-vue de CD et autres trucs d'installation et tout le bordel, ainsi que mode d'emploi de différents trucs que l'on a déjà vu ou que l'on va voir. Donc voilà, vous avez le mode d'emploi de la IC Box justement ici. Ah bah tiens, ça tombe bien, je commençais à être en rade de câbles. Bah justement, ils ont été liassés exprès pour la IC Box, à ce que je vois, ils sont déjà inclinés, tout ça, liassés et tout. Donc hop, a priori, ces câbles étaient reliés comme ceci. Hop, hop, hop. Voilà. Alors je sais pas pourquoi il s'en sert plus. Peut-être qu'il a regardé les valeurs smart et que la température était pas terrible. Ou peut-être qu'il y a une soudure qui s'est pétée dans une de ces prises ou je ne sais pas quoi. En tout cas, peu importe la raison, je vais essayer de voir moi de mon côté si ça me va ou si ça pose problème aussi. Mais bon, vu le nom de cette chose, c'est-à-dire IC Box, j'ose bien espérer qu'elle refroidit au moins, que ça serait pas mal quand même. Et donc ensuite, nous avons quelque chose de grand, quelque chose d'énorme. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est a priori, si vous pouvez le voir là, hop, c'est a priori une sorte de... Ouais, je dirais que c'est des batteries qu'il y a là-dedans. Donc ça doit être... je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Oh tiens, j'ai appuyé sur le bouton et ça s'est allumé. Génial, il y a encore de l'électricité dedans, donc oui, donc visiblement cette chose-là est bien ce que je pense. C'est un... comment on appelle ça déjà? Un... Ah, j'ai perdu complètement le nom. Bon, on peut plus l'éteindre après. Bon, bah c'est génial si on peut plus l'éteindre après. Il doit y avoir une procédure, là il y a un petit bouton ou c'est autre chose? Ok, non, c'est juste un voyant pour dire... s'il y a eu un problème peut-être de surtension, je ne sais pas quoi, oups, eh bah dis donc, ça prend de la place ce truc. Et je me rappelle plus comment ça s'appelle ce truc-là, c'est un truc en anti-surtension et protection, vous savez, contre les coupures de courant, etc. Ça porte un nom, je sais, ça porte un nom, mais bon, quand on n'utilise pas le nom tous les 2 jours, bah comment voulez-vous qu'on s'en souvienne? Alors, donc, hop, ensuite, ici nous avons une petite trappe pour accéder aux batteries, a priori. Donc bah c'est ce qu'on va faire, histoire de pouvoir l'éteindre, si je trouve pas comment faire. Et je vais aussi augmenter l'angle de la caméra, parce que là on n'y voit rien. Et la voici, la voilà, la chose en question, et c'est marqué nulle part ce que c'est. Oh, j'ai perdu le nom, et ça reviendra pas en plus, hein. C'est le genre de truc, dès que j'aurai fini la vidéo, je me dirai, oh putain, oui c'est vrai que ça s'appelle comme ça. Mais un onduleur, enfin je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, si je dis pas de bêtises. Alors c'est bizarre que ça s'appelle onduleur, alors que ça devrait s'appeler batterie de secours. Mais pourquoi ça s'appelle onduleur? Bah parce que ça fait du courant continu et ensuite quand vous perdez l'électricité, tout bêtement, quand il y a une coupure de courant, ça prend la batterie qui se trouve là-dedans, qui est du courant continu, et ça la fait onduler du coup en courant alternatif pour pouvoir alimenter peu importe ce qui est branché dessus, jusqu'à un certain nombre de watts limite. Donc ben voilà, et c'est sympathique, c'est génial, je vais pouvoir mettre ça directement là où c'est le plus important. Alors je sais pas où c'est le plus important. Est-ce que c'est plus important dans le NAS? Pas sûr, parce que le NAS, c'est juste une sauvegarde périodique.
C'est peut-être plus important sur mon PC fixe, parce que si ça coupe pendant que je suis en train de bosser ou d'enregistrer un truc ou je sais pas quoi, ça peut poser problème, je sais pas. Mais comment on fait pour l'éteindre sinon? Y a un fusible dessus avec marqué reset. Bon, c'est juste un bouton pour resetter le fusible ou le changer si on a envie, si c'est complètement grillé visiblement. Bon, ben, comment on l'éteint? Je ne sais pas. Et non, si vous vous posez la question, je me la suis posée aussi, il n'y a pas le mode d'emploi à l'intérieur de la petite pochette remplie de mode d'emploi, donc tant pis. Tant pis. Alors j'ai vu qu'il y avait une prise où c'était en rouge et d'autres où c'est en vert. Pourtant c'est la même tension et le même nombre d'ampères pour chaque prise. Marrant. Je sais pas pourquoi. Il y a une prise prioritaire sur les autres. Je sais pas. Par contre, il y a un truc absolument excellent. C'est cette chose-là. Vous avez un truc pour protéger l'entrée des prises, vous savez, les prises modem et compagnie, quoi, les prises téléphoniques, où là, en l'occurrence, ça ressemble plus, non, c'est pas ça ressemble plus, c'est carrément des ports RJ45 plutôt. Alors c'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est compatible avec les deux. C'est-à-dire dans le même type de prise, on peut mettre ou du RJ45, ou je sais plus comment s'appelle la prise pour les prises téléphoniques, celles qui ont beaucoup moins de fils. Bon, j'essaye du morse sur le bouton power depuis quelque temps, mais je ne trouve pas du tout comment on peut l'éteindre. Vous savez ce qu'il y a de plus ironique d'ailleurs avec cette machine-là, c'est que le nom en anglais de ce genre de truc, c'est pas onduleur, c'est alimentation ininterrompue ou ininterruptible même. Bon, c'est une drôle de traduction, mais c'est ce que ça donne en français. Et ben justement, le problème que j'ai avec cette chose-là, c'est que je ne peux plus l'éteindre. Donc bon, elle est en effet ininterruptible, mais bon, maintenant ce que l'on va voir, c'est ce qui reste dans la boîte et que je pourrais certainement pas mettre sur mon bureau. Et voilà ce qui reste dans la boîte, il reste une énorme imprimante de chez Canon. Alors Canon, on pourrait renommer leurs imprimantes plutôt des machines à obsolescence programmée, elles sont incroyables pour ça, j'ai l'impression. Alors je sais pas si ça s'est amélioré depuis, mais moi personnellement j'ai eu que des emmerdes avec ces trucs-là. J'en ai eu une, bon maintenant elle marche bien, mais oh là 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 là, que des problèmes avec cette imprimante. Donc bon, je sais pas si celle-là ce sera pareil. Un autre truc à savoir avec les imprimantes Canon, c'est que leurs pilotes sont très mauvais. Ils sont vraiment, pas par rapport à la concurrence, je veux dire, bon, si vous avez qu'une Canon et que vous savez vous en servir à peu près convenablement, vous allez bien entendu sauter sur votre clavier et dire dans les commentaires, moi j'y arrive, pas de problème. Non, mais leurs pilotes ont quand même de sacrés soucis, et franchement, surtout leurs pilotes Linux. Alors là, franchement, leurs pilotes Linux sont très certainement les plus mauvais du monde, et bon, ce n'est que le reflet de l'incompétence qu'ils ont dans leurs pilotes Mac et PC aussi, mais le problème c'est que, étant donné que Linux, il y a moins de personnes, etc., donc ils prennent encore moins de temps à développer ces pilotes, eh bien, ça ne fait qu'amplifier, que rendre encore plus visible le problème qu'il y avait à l'origine avec leurs pilotes et qui est là sur toutes les plateformes, en fait. Mais c'est dingue, quoi, c'est dingue. Je veux dire, HP, alors bon, en PC, je suis pas très fan, mais leur matériel professionnel et leurs imprimantes, c'est à mon avis ce qui se fait de mieux comme imprimante, surtout si vous voulez les faire tourner sous Linux, parce que leurs pilotes Linux, c'est eux qui les font. Ils les font open source en plus de les faire eux-mêmes, ce qui n'est pas le cas de Canon et ce qui n'est pas le cas de n'importe quelle autre marque en fait. Et leurs pilotes marchent très très bien en plus. Alors il y a un truc que je sais pas ce que c'est, si ça appartient à l'imprimante ou pas, que j'ai trouvé dans la boîte, c'est ce petit morceau de plastique. Je sais pas s'il y en a deux ou si c'est qu'ils se reproduisent dans mes mains et que bon, je sais pas, mais enfin en tout cas voilà, un petit morceau de plastique. Ah bah tiens, bah justement, voilà un deuxième morceau de plastique. Bon, je crois que je viens de comprendre à quoi ça sert. Ça doit être pour la fonction impression sur CD, je suppose en tout cas, parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre. Bah, vous savez quoi, cette imprimante m'intrigue, elle m'intrigue beaucoup. Du coup, ce que je vais faire, c'est que d'ici quelques temps, pas tout de suite, parce qu'il faut que je trouve un endroit où poser ce truc-là et pouvoir avoir un angle de caméra convenable, mais on va essayer de faire fonctionner cette imprimante et surtout essayer de voir cette fonction impression sur CD, vu qu'il m'a passé des CD visiblement exprès pour ça, et qu'il y a tout l'attirail pour le faire. On va voir si ça marche bien. Peut-être qu'il l'a envoyé pour la raison simple que ça ne marche pas, que ça raye les CD ou un truc du genre. Je n'en ai aucune idée de la raison pour laquelle il m'a envoyé ça, mais en tout cas, il doit y en avoir une. On ne fait pas les choses par hasard, a priori. Et bah sinon, je viens de me rendre compte que je n'ai pas trouvé de lettre dans ce colis. Donc voilà, bah on va conclure cette vidéo sur cette imprimante qui a l'air d'être une imprimante
oh, je vais pas dire haut de gamme, mais pour une jet d'encre, c'est une imprimante relativement convenable, j'ai l'impression, au niveau de la gamme et tout ça. Elle a cette espèce de petit écran sympathique sur le dessus, là. Bon, je sais pas trop à quoi sert le fait de pouvoir incliner cet écran, surtout qu'en plus, quand on ouvre le capot de l'imprimante, parce que cet écran est sur le capot, eh bien, on ne peut plus, voilà, on peut plus vraiment voir ce qui se passe sur l'écran, quoi. C'est pas très intelligent, je trouve, comme idée. Bon, bref, pourquoi pas, comme ils font comme ils veulent. Mais bon, on va voir si cette imprimante fonctionne bien. En tout cas, visiblement, elle fait pas faire trop de rotation à la feuille, où ils ont une fonction spéciale pour faire passer le CD dans l'autre sens, pour ne pas le tordre en deux pendant qu'il est en train de le prendre de la réserve à feuille, ou ce genre de truc. Enfin, je veux dire, ils ont inventé un système pour imprimer sur les CD, ok, pourquoi pas. Il existe aussi un autre truc qui s'appelle le Light Scribe, hein, pour information. C'est des graveurs CD où on met le CD dans l'autre sens et on peut écrire des trucs sur le dos du CD. Ça, le laser du graveur, en fait, vient imprimer quelque chose sur le dos du CD. C'est amusant. Il faudrait que j'ai un lecteur, enfin un graveur DVD qui est compatible avec cette fonction. Il faudrait que je l'essaye un de ces jours parce que j'ai jamais eu de CD compatible. Enfin bon, bref, je crois que je peux vous dire salut à tous et à la prochaine. Merci.